Je vais pouvoir laisser la parole à nos experts qui peuvent maintenant connaître un petit peu les typologies de personnes à qui ils donnent leurs informations. Donc, je vais passer la parole à Marion Perrois de France Active qui va nous répondre à cette grande question, comment faire face justement à court terme aux tensions économiques et financières de son entreprise solidaire pendant la crise du Covid. Marion, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci au Move de nous accueillir dans ce webinaire. Alors c'est une première pour moi, je suis hyper stressée, je ne vous cache pas. Donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais arriver à être assez claire. J'avais pour objectif sur ce premier temps qui m'est dédié de vous dresser un portrait un peu global de la manière dont on peut appréhender les difficultés de son entreprise. Donc je vais faire les choses en 3 temps. Un premier temps autour de l'identification de ces difficultés. Un deuxième temps autour des actions à mettre en œuvre pour y faire face. Et un troisième temps autour de France Active dans tout ça. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que fait ce réseau par rapport aux difficultés de nos entreprises solidaires. Je vais commencer par une petite introduction et du coup, je vais demander à Marjolaine de pouvoir partager l'écran sur un petit schéma qui permet de se remettre un peu les idées au clair sur l'origine des difficultés d'une entreprise et d'une entreprise de l'ESS, évidemment. Est-ce que Marjolaine, c'est OK pour toi ? Super. Ce petit schéma, il est extrait d'un guide qu'on vous a adressé en amont qui s'appelle « Je redresse la barre », qui est un guide qui a été édité par France Active et qui est vraiment très bien fait et qui s'adapte très bien dans le contexte d'aujourd'hui, même s'il a été édité avant l'entrée dans la crise du Covid-19. En attendant, il reste assez vrai, tout ce qui est écrit à l'intérieur reste vrai dans le contexte. Du coup, souvent, les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises en général, elles ont des difficultés et elles les identifient par les problèmes de trésorerie. Ce que je voulais vous dire, c'est que le problème de trésorerie n'est qu'un symptôme en fait, d'une difficulté qui a plusieurs origines, qui peut avoir des causes d'origine structurelle. Avant la crise du Covid-19, on peut être en difficulté de manière structurelle pour des causes financières, une entreprise qui n'a pas assez de fonds de roulement. On peut être en difficulté économique aussi pour des causes structurelles. On n'est pas assez rentable, notre modèle économique ne tient pas. On n'a pas assez de ressources pour faire face à nos charges. Ça, du coup, ce sont des causes structurelles et le Covid-19, il va venir amplifier, en fait, dans certains cas, ces causes structurelles que l'entreprise avait déjà. Et là, du coup, on est effectivement aujourd'hui, nous, plutôt dans une crise qui est conjoncturelle, donc dont on peut imaginer qu'à un moment donné, on va arriver à en sortir. Mais ça n'empêche pas en fait que des fois on pouvait être déjà en difficulté avant l'entrée dans la crise. Et en fait, je voulais revenir sur, tu peux départager l'écran, Marjolaine. Je voulais revenir sur ce schéma et sur l'origine de ces causes pour vous dire qu'en fait, chacune de ces causes et chacune de ces difficultés n'ont pas les mêmes origines, n'ont pas les mêmes manières du coup d'être traitées, d'être gérées. Et vraiment, le message clé à retenir, c'est votre réseau, c'est qu'un symptôme de vos difficultés et ces difficultés peuvent avoir plusieurs origines et plusieurs causes et donc plusieurs manières d'y répondre. Du coup, le gros enjeu aujourd'hui pour vous, en tant qu'entreprise qui devait faire la clarté sur l'état de votre situation, c'est vraiment de pouvoir tenir à jour 2 outils majeurs pour vos entreprises. Le premier outil majeur, c'est votre plan de trésorerie pour l'année 2020, au moins en tout cas. Cet outil va vous permettre de savoir quel est l'état de votre trésorerie, quel est l'état du trou de trésorerie à venir. Et il faudra le remettre à jour et le réajuster au fur et à mesure de l'avancée de la crise et des informations que vous avez par rapport à la vie de votre entreprise. Et puis le deuxième document, c'est vraiment votre compte de résultat prévisionnel. Vous avez construit en début d'année 2020 un prévisionnel d'activité, un prévisionnel pour l'ensemble de l'année. Évidemment, il est mis à mal par cette crise. Évidemment, les hypothèses que vous aviez imaginées, elles ne se réalisent pas partie. Et donc, il faut absolument que vous puissiez tenir à jour aussi votre prévisionnel. L'enjeu, c'est d'évaluer le risque économique qui pèse sur votre structure. Du coup, on vient de parler de 2 choses. On vient de parler du compte de résultat et donc de la situation économique de votre entreprise et du plan de trésor et donc de sa situation. Marion, excuse-moi. Oui. Y a pas mal de personnes qui ont du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez soit peut-être parler plus fort ou Oui. parler plus proche de votre micro? Oui, je vais essayer. Merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux, du coup, si je parle comme ça? Oui. Super. Alors, je continue, je vais parler du coup un peu plus fort.
Du coup, donc, je parlais de deux types de situations, l'enjeu économique et l'enjeu financier. Et du coup, je vais maintenant parler des actions à mettre en œuvre pour gérer ces deux problématiques. Sur la problématique, en fait, donc, je vais parler de ces deux problématiques et je vais parler de la question du court terme et de la question du moyen long terme. C'est très important également. À court terme, il y a des mesures économiques que les entreprises peuvent prendre dans cette crise. Il y a évidemment d'essayer de travailler sur les charges, la structure de charge de son entreprise. Quelles sont les charges que je peux aujourd'hui mettre de côté? Qu'est-ce que je peux ne pas engager comme dépense? Qu'est-ce que je peux retarder? Qu'est-ce que je peux essayer de réduire dans la voilure de ma structure? Et puis, dans le cadre de cette crise, il y a des mesures exceptionnelles qui sont mises en place par le ministère de l'économie, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, mais je vais en rappeler quelques-unes quand même. Au niveau économique, il y a la possibilité accrue pour les entreprises de recourir à l'activité partielle. Elle est facilitée, elle est plus rapide, elle est beaucoup plus accordée qu'elle l'est d'habitude. Il y a la possibilité de mettre en place des mesures pour les salariés qui ont des enfants et qui doivent garder leurs enfants à domicile, de mettre en place des mesures de garde d'enfants prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc ça, c'est une autre possibilité qui a été ouverte, sauf pour les entreprises qui peuvent avoir recours au télétravail. Et puis, il est possible de mobiliser pour les petites entreprises, les TPE, les auto-entreprises, les entreprises de moins de 10 salariés, etc., une aide de l'État dans le cadre d'un fonds de solidarité. Vous pourrez trouver toutes ces infos sur le site du ministère de l'économie, qui est très complet. Ils ont revu l'interface, c'est beaucoup plus clair. On trouve beaucoup plus facilement les informations en lien avec la crise. Ça, c'est des mesures qu'on peut retrouver sur ce site. Et après, sur les mesures financières à court terme, le premier enjeu, c'est de faire rentrer l'argent qui est dehors le plus vite possible. Vraiment, ça, c'est très important. Essayer de recouvrer le plus vite possible vos créances. Essayer de négocier des délais de paiement, et c'est facilité par la crise du Covid-19 aujourd'hui, avec des délais de paiement des loyers, de l'eau, du gaz, de l'électricité, des impôts et des taxes et des cotisations sociales. Tout ça, c'est facilité également par la crise. Ça a été également évoqué par le ministère de l'économie. On peut retrouver tout ça sur leur site également. Et puis, évidemment, et ça, mes deux collègues banquiers en parleront tout à l'heure, de pouvoir aller négocier avec ses partenaires financiers des reports d'échéance de prêts. Chez nous, à France Active, je vous dirai ce qu'on fait, mais tous les partenaires financiers des entreprises et notamment des entreprises de l'ESS ont mis en place des possibilités de report d'échéance. Donc ça, je laisserai mes collègues en parler. Le message clé que je voulais vous faire passer sur cette partie plan d'action court terme, c'est vraiment que ce ne sont que des mesures à court terme. Ça n'annule pas les dettes, ça n'efface pas le fait qu'il va falloir les payer à un moment donné. C'est juste que ça doit vous permettre normalement de sortir du confinement avec une trésor qui va être à peu près préservée. Mais effectivement, ça ne dédouane pas de travailler la question du moyen terme. Et donc, idem que pour mon introduction, c'est votre plan de trésor et votre compte de résultats prévisionnels qui vous permettent de travailler ces mesures et d'identifier et d'affiner leurs impacts. Et à moyen terme, j'ai plusieurs messages clés que je voulais aussi vous faire passer. On est dans une phase de crise, mais on est aussi dans une phase potentiellement d'accalmie d'activité pour certains d'entre vous. Ça peut être le moment aussi d'essayer de faire le point sur votre projet, sur la situation de votre entreprise, sur ses enjeux, de rebosser le triptyque de votre projet social, de votre projet économique et de votre stratégie, et de vous poser aussi pour y travailler, de travailler le sujet de fond, etc. C'est aussi le point pour faire c'est aussi le moment pour faire le point avec vos parties prenantes, avec vos salariés, à partager votre plan d'action, partager votre stratégie, de pouvoir travailler aussi avec vos partenaires, avec votre écosystème. Donc ça, c'est des moments aussi pour le faire, votre plan d'action. En tout cas, il s'agira aussi de le partager avec vos administrateurs, vos bénévoles pour les associations, avec vos salariés pour les coopératives et avec vos partenaires également pour les autres entreprises. Le gros enjeu aussi dans cette phase de travail à moyen long terme, de projection à moyen long terme, c'est de ne pas rester seul. Il existe plein de dispositifs pour les structures de l'ESS, que ce soit vos réseaux, que ce soit le mouvement France Active, je viendrai juste après, que ce soit d'autres types de partenaires, ne pas rester seul et trouver des ressources pour se faire accompagner, pour se faire aider, pour se faire valider les choses qu'on a imaginées, les hypothèses qu'on a travaillées. Et grâce à la lumière de cette stratégie que vous aurez retravaillée,
vous pourrez aller chercher du coup des partenaires qui soient financiers, des partenaires publics, des partenaires privés, des partenaires bancaires pour restructurer vos financements à moyen terme, voire structurer un nouveau tour de table quand on sera enfin, on l'espère le plus vite possible, sorti de cette crise. Les banques vous parleront juste après de ce qu'ils proposent. Vraiment, du coup, ne restez pas seul. Il existe plein d'acteurs, plein de structures, plein de réseaux qui peuvent vous accompagner et vous aider dans ces étapes. Ne les passez pas seuls, ne travaillez pas tout seul et vraiment essayez de vous faire accompagner, de vous faire aider. C'est un message clé. Et vous allez me dire, du coup, qu'est-ce que France Active fait dans tout ça? Alors, nous, France Active, on a pris deux engagements à destination des entrepreneurs et c'est vrai pour tous les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire partout en France. Moi, je représente France Active en Auvergne-Rhône-Alpes, je travaille même pour Gaïa en Isère. Mais du coup, c'est vrai pour tous les France Actifs de France. On a pris deux engagements. On a pris un engagement de vous aider à passer le cap à court terme. Donc, on est en cours pour les structures qui sont déjà en cours de financement chez nous. On rééchelonne les prêts qui leur ont été accordés. Pour l'instant, entre 2 et 3 mois et plus si le confinement venait à se poursuivre. Je vous invite à vous rapprocher si vous êtes en cours de financement de votre conseiller France Active partout en France pour pouvoir discuter de ça avec lui ou avec elle. Et puis, on est en train de travailler à la mise en place pour les entreprises les plus engagées, les plus du champ de l'économie sociale et solidaire que l'on soutient, un outil de financement à court terme. Les contours ne sont pas hyper dessinés encore de cet outil de financement, c'est en train d'être travaillé au niveau national, donc je ne pourrais pas en dire beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est que l'enjeu, c'est de vous aider, vous, entreprises de l'économie sociale et solidaire, à passer ce cap à court terme et qu'on est financeur. On fait d'autres choses, mais on est aussi financeur. Donc, forcément, de pouvoir apporter un outil de financement court terme était un enjeu majeur pour nous. Donc, il sera disponible très vite, très bientôt. Pareil, prenez attache auprès de vos conseillers du réseau France Active. Et à moyen terme, notre objectif aussi, donc ça c'est le court terme, on vous aide à passer le cap, et l'objectif à moyen terme, c'est d'aider les entreprises les plus engagées à rebondir après la crise. Et pour ça, on aura deux leviers possibles. Le levier de l'accompagnement, avec vraiment vous appuyer dans votre stratégie de redressement économique, dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, dans le cadre de dispositifs d'appui aux structures en difficulté, dans le cadre d'outils de formation que l'on mobilise, et probablement que l'on développera aussi des choses en ligne pour cette phase de crise. Il y a des spécificités locales, il faut vous rapprocher de votre association territoriale France Active pour savoir quelles possibilités d'accompagnement vous pouvez trouver. Et puis le deuxième volet, c'est évidemment, il faut que je parle plus fort, Frédéric, c'est ça? Ok, je reparle plus fort, excusez-moi, ça descend au fur et à mesure. Le deuxième volet, c'est le soutien financier. Évidemment, France Active, avec les autres partenaires, sera présent pour vous aider à la sortie de crise, à retravailler votre stratégie de financement, à faire partie d'un tour de table de financement, retravailler le financement à moyen terme que vous avez déjà octroyé. Donc, bien sûr, on sera là et vraiment, nous, notre enjeu, c'est que le plus possible d'entreprises engagées, le plus possible d'entreprises d'utilité sociale, le plus possible d'entreprises employeurs de l'économie sociale et solidaire puissent sortir avec le moins de dégâts possible de cette crise et on sera là à vos côtés. J'ai terminé et j'espère que je n'ai pas duré trop plus de 8 minutes. Super, merci Marion. Je vais laisser la parole à Frédéric Hello de la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes pour reprendre la suite. Bon, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Est-ce que le micro passe bien? J'essaie de faire une phrase complète pour être certain de ne pas avoir de micro-coupure. Bon, c'est parfait, merci. Enfin, je vois les premières remarques, tout va bien. Alors, peut-être que Boris, tu peux m'interrompre si tu le souhaites, au fur et à mesure. On fera des allers-retours si tu veux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Avec plaisir, on peut le faire à deux, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'on aura… En plus, on est du même groupe, donc ça va être plus simple, Crédit Coopératif et Caisse d'épargne. Je crois que les premiers dispositifs que nous avons mis en place pour l'ensemble de nos clients, et je ne parle pas que de l'ESS, mais tout statut juridique, tout marché bancaire, ça a été d'abord de pratiquer au plus vite les reports d'échéance. Donc, certaines banques ont pratiqué de façon très massive et très automatisée. Et puis, en même temps, avec des dispositifs qui sont un peu plus manuels en fonction de vos demandes et en fonction aussi des échanges que l'on peut avoir les uns les autres. Donc ça s'est traduit effectivement par des reports d'échéance. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés par des crédits bancaires lors de leur création. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour ceux qui en avaient, effectivement, je peux vous rappeler d'ores et déjà la règle, c'est que c'est un report de 3 à 6 mois, qui est en général de 6 mois majoritairement. Et ce report de 6 mois se fait sans pénalité et sans frais de dossier
Faites bien attention parce que certains de nos confrères sont peut-être un peu plus ambigus, non pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais tout simplement parce que l'information circule trop vite. Et parfois, quand on entend sans pénalité et sans frais, cette partie qui est reportée en fait de 6 mois, elle est quand même, elle donne lieu quand même à taux d'intérêt, hein, puisque la banque est obligée de se refinancer sur la durée du prêt. Donc ça, vous le verrez, la recommandation que je peux vous faire, c'est de faire attention quand vous allez recevoir votre nouveau tableau d'amortissement. Vous aurez en fait une nouvelle échéance. Donc le prêt est complètement reporté de 6 mois, et au bout de 6 mois, vous partez avec une nouvelle échéance et un prêt qui dure 6 mois de plus. Voilà, ça c'est la première recommandation que je vais vous faire. Généralement, on ne pratique ça qu'avec votre accord et bien entendu avec l'accord de votre interlocuteur bancaire. Deuxième dispositif sur lequel on s'est appuyé très tôt, en liaison là avec la Banque publique d'investissement. Frédéric, oui, Frédéric, vas-y. Ouais. Oui. Avant d'aller sur le deuxième dispositif qui est le prêt, déjà, si jamais vous avez des questions sur le report d'échéance de prêt, vous pouvez les poser à l'écrit, comme ça on va les lire. Mais pour compléter le propos de Frédéric, donc le report de prêt d'échéance de prêt, beaucoup de réseaux les ont lancés en automatique. Parfois, vous avez eu la chance de faire partie des prêts reportés de manière automatique. Parfois, vous n'avez pas eu cette chance. À vous, si vous en avez le besoin, de solliciter votre banquier pour réintégrer ce report d'échéance de prêt s'il ne l'a pas fait de manière automatique. Donc voilà, il y a deux process, un automatique, l'autre manuel. Les banquiers procèdent souvent par vague de report d'échéance de prêt en automatique. Nous, on a fait 2 vagues, ça s'est lancé en 2 fois. Donc voilà, échangez avec votre banquier si c'est un sujet pour vous, le report d'échéance de prêt. C'est pas parce que vous faites la demande que votre demande sera accordée. Donc là, il faudra bien argumenter sur les impacts de la crise en termes de chiffre d'affaires et en termes de pertes. Là où vous aurez du mal à obtenir un accord, ça peut être quand il n'y a pas de lien entre la crise et les écarts de trésorerie. Voilà. Quoi d'autre? Vous avez jusqu'au 30 avril pour refuser un report d'échéance de prêt automatique. Si votre banquier vous l'a proposé de manière automatique sans vous le demander, il vous envoie un courrier. Si vous les refusez, vous avez jusqu'au 30 avril pour lui retourner le courrier. Voilà, donc là, on vous a parlé des prêts bancaires, mais il n'y a pas que les prêts bancaires qui sont concernés par le décret. Il y a également les échéances de loyer. Alors, c'est plus rare, mais on a quelques clients qui ont des encours de crédit bail mobilier, des encours de crédit bail immobilier. Également des encours de loyer location longue durée de véhicules qui ont une flotte automobile. Voilà, tous ces financements, on va dire, en locatif, crédit bail, immobilier ou location longue durée de véhicules, ces échéances peuvent également être reportées sur le même format que les échéances de prêt. Donc, en général, quand c'est en automatique, c'est 6 mois. Quand c'est en manuel, c'est à vous de demander combien de temps, au maximum 6 mois, vous pouvez avoir le report. Pas de frais, hein, ça c'est le décret qui l'incite, qui le mentionne. Pas de frais d'avenant occasionnés par ces reports. En général, quand un prêt est garanti, le banquier informe l'organisme contre-garant qui fait la contrepartie pour que tout le monde soit au courant. Est-ce qu'il y a des questions, Frédéric, que tu as lues ou pas, ou Marjolaine, Non. Alors sur lesquelles il faudra répondre? Pour le moment, il n'y a parler pas sans encore regarder les questions. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. La partie questions sera après vos 2 interventions où là, on pourra demander on prendra 2-3 minutes pour que les personnes puissent poser toutes leurs questions. Je laisse Frédéric continuer du coup sur sa présentation. Sur le prêt. Alors, avant le prêt, peut-être, il y a des dispositifs aussi de court terme, d'urgence qui sont mis en place avec BPI. Alors ça, c'est pour revenir et me caler à ce que vous a dit Marion sur la trésorerie notamment. Hein. Évidemment que si vous n'avez plus de chiffre d'affaires dans les 3 mois à venir et que vous avez des charges qui perdurent une fois que vous avez fait tout le travail de peignage de vos charges et de report de tout ce qui pouvait être reporté,
BPI accepte de couvrir à 90% un découvert bancaire supplémentaire permettant de couvrir ce besoin-là. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut demander ou mettre en place en stratégie avec votre conseiller de clientèle. Je citais les reports et je pensais notamment au prélèvement. Excusez-moi, je passe sur un autre sujet qui est assez important de souligner, c'est que bien entendu, l'État vous a permis aussi de reporter un certain nombre de charges sociales et de charges fiscales. Et le premier réflexe que l'on peut avoir, c'est de vouloir faire opposition en fait à son prélèvement de charges fiscales. Alors il s'agit bien que d'impôts directs, notamment tout ce qui est impôt sur les sociétés. La TVA, qui est un impôt indirect, n'est pas concernée par ce dispositif. Plutôt que de demander à votre banquier d'exclure définitivement les prélèvements de l'État, ce qui peut être un petit peu dangereux et avec quelques conséquences à la fin, la recommandation, c'est bien de passer par le site du ministère des Finances, où toutes les explications sont données pour pouvoir annuler un prélèvement qui aurait déjà été fait. Voilà, ça c'était pour la partie prélèvement. Donc maintenant sur la partie découvert, effectivement, il y a possibilité pour des cas plus urgents que le prêt dont on va aborder tout à l'heure avec Boris, c'est effectivement la possibilité de demander une facilité de caisse additionnelle à sa banque, un découvert, pour parler simple, un découvert garanti à 90% par BPI, la Banque publique d'investissement, de façon à permettre là aussi de passer le cap. Cette facilité de caisse, dans un premier temps, était de 18 mois maximum de durée. Elle vient de passer à 12 mois seulement de durée, ce qui permet là aussi de donner un peu d'air à certaines structures pour passer justement ce cap de la crise. Autre dispositif, c'est le principal, celui qui est sorti le plus tardivement et que nous avons mis en place dans nos établissements, c'est ce qu'on appelle le prêt à garantie d'État. Celui-ci n'est plus non plus, il ne s'agit plus de faire un découvert, il s'agit bien d'un prêt bancaire qui est garanti par l'État, qui est garanti à 90% par l'État et qui peut porter au maximum jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires annuel. Alors on verra avec Boris tout à l'heure, il y a des petites subtilités pour les entreprises qui n'ont pas encore fini un exercice ou celles qui sont très jeunes et très innovantes et qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires. Mais grosso modo, les principes sont ceux-là. Ce prêt s'adresse. Si tu veux, je peux partager mon écran. Si tu veux, je peux partager mon écran pour commenter l'affiche qui décrit le prêt garanti par l'État. En gros, c'est ça, c'est l'État qui demande aux banquiers. On ne le voit pas. Ouais, mais ça devrait bientôt arriver, je pense. Est-ce que vous le voyez ou pas? Non. Excuse-moi, Fred. Oui, donc il s'adresse à tout type de structure juridique. Vous le voyez ou pas, non? Non. Non. Tu vois pas? Ok. Alors j'essaye. Et si tu vois, ouais. Alors, ce prêt s'adresse donc à toute structure juridique, y compris les structures associatives. On a demandé toutes les précisions et confirmations de ce point de vue au gouvernement. Il est d'une durée d'1 an, avec un taux d'intérêt qui sera le même quasiment dans toutes les banques, de l'ordre de 0,25. Et le choix que vous avez à l'issue de la première année, c'est soit de rembourser ce prêt qui aura été mis en place, soit de repartir sur un prêt amortissable d'une durée de 5 à 6 ans. Alors là, pareil, Marion disait qu'effectivement, tout dispositif d'aide peut faire l'objet et devra faire l'objet parfois d'un remboursement. Il faut aussi commencer à prévoir lorsque nous serons rentrés dans une conjoncture un tout petit peu plus favorable, il faut bien penser que la charge que va représenter le remboursement in fine de ce prêt ou de son passage en amortissement, bien sûr. Ça, c'est aussi des calculs que vous pouvez faire également avec votre conseiller. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que Boris… Oui. Si vous avez tous… si vous avez pu tous intervenir et parler de vos solutions. Il y a une question de Pierre Cesaret de Centrin Initiative pour les associations qui ne font pas de chiffre d'affaires. Elles ont des résultats, elles ont des revenus d'exploitation qui sont constitués de sources et d'origines mixtes. Donc il peut y avoir des ressources propres, les cotisations, les dons des particuliers. Des prestations qui sont réalisées aussi pour des organismes administratifs. Donc là, celle-là, on pourra prendre en compte pour calculer cette notion de chiffre d'affaires. En revanche, ce que l'on exclura, parce que l'État ne veut pas se contre-garantir contre lui-même ou bien contre-garantir des revenus qui doivent être apportés par des subventionnaires publics tels que des collectivités territoriales, ce qu'on exclura toujours, c'est les subventions, purement et simplement subventions. Donc voilà, donc on calcule effectivement un chiffre d'affaires retraité de ces notions-là.
en partant du revenu d'exploitation. Quel délai? Je vois de temps en Théo. Les délais sont ultra rapides. On a reçu des consignes très fortes d'avoir des circuits décisionnels les plus légers possibles, d'avoir surtout un décaissement des fonds le plus rapide possible. Donc, il faut compter. Alors, on est en train de sortir nos tout premiers. Je crois que Boris est même de l'avance avec le crédit coopératif. Il vous le dira, mais il faut compter entre 1 et 5 jours à peu près. Alors, il y a plein de questions qui sont sur le… Oui, ouais. J'ai vu une question de Desa qui demandait qu'est-ce qui est plus intéressant entre facilité de caisse et PGE? À court terme, le plus intéressant, c'est le PGE, parce que il apporte… Déjà, il peut être d'un montant bien plus intéressant que la simple couverture d'un besoin de trésorerie. Il faut vraiment caler les deux. Nous, ce qu'on considérait au tout début, c'est que dans certains cas, il peut être intéressant de mettre en place une facilité de caisse qui coûtera in fine moins cher, qui n'imputera pas sur la capacité de remboursement de l'entreprise à la fin, même si les messages que l'on reçoit du gouvernement, comme des réseaux, comme des garants, comme BPI, c'est de privilégier le PGE. Après, c'est à vous de faire vos calculs, de voir un petit peu où vous en êtes dans votre prévisionnel et de voir votre capacité à être ensuite au rendez-vous à la fin du contrat, d'1 an pour la facilité de caisse et d'1 an pour le PGE. On a aussi Sarah Elie de France oui. qui demande, pouvez-vous préciser l'ensemble des documents dont la banque a besoin? Par principe, toutes les banques vous diront, quasiment toutes, qu'elles s'adressent le PGE à leurs clients. Donc, normalement, on a un certain nombre de documents déjà à notre disposition. Ce qui est de votre intérêt, si vous choisissez le PGE, c'est surtout d'être en mesure d'avoir un bilan complet réalisé avec un chiffre d'affaires sur lequel on peut s'appuyer pour évaluer le besoin et évaluer le montant du prêt. Ou bien, si vous êtes encore, et c'est le cas de la majorité d'entre vous dans votre exercice 2019, qui est le plus récent, une attestation d'expert comptable d'un chiffre d'affaires suffira. Merci. Et on a aussi une question sur qu'en est-il des subventions d'exploitation par des sociétés privées? C'est une bonne question. Normalement, pour les sociétés, il n'y a rien d'écrit, donc on peut jouer l'ambiguïté et les inclure. On a aussi une question sur est-ce que vous pouvez rappeler les process entre banque et BPI? Alors, il y en a deux. Pour le process du découvert, en fait, la banque reçoit votre demande, l'étudie, donne son accord et transmet ensuite par un extranet digitalisé en fait sa demande à BPI. Et BPI étudie le dossier de son côté et donne son accord. Pour un découvert, ça a pris à peu près 1 semaine. Ça, c'est pour le découvert, avec garantie à 90%. Pour le PGE, le prêt garanti d'État, la garantie qui est délivrée n'est pas la garantie de BPI, mais on est obligé de passer par BPI, l'entreprise, une fois qu'elle s'est mise d'accord sur le montant avec sa banque, va saisir dans un endroit particulier de BPI pour obtenir un numéro. Ce numéro, il est destiné en fait à éviter des cumuls de demandes, par exemple, où certains pourraient aller demander 25% de son chiffre d'affaires à ces 3 banques. L'idée, c'est que si on a 3 banques, généralement, on fait chacun une quote-part qui permet d'atteindre ou pas d'ailleurs ce montant total, parce que vous n'avez pas forcément besoin de 25% tout de suite. Voilà. Donc, il y a deux circuits. BPI sert de boîte à lettres qui délivre un numéro, on va dire, d'autorisation dans le cas du PGE, et BPI étudie votre dossier avant de donner sa garantie dans le cas d'un découvert. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que c'était ça. Est-ce que vous m'entendez ou pas, parce que je vous avais perdu? Oui, Boris, on t'entend. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que j'ai partagé un écran? Est-ce que vous voyez ou pas? Non, vous ne voyez pas l'écran? J'ai partagé mon écran, vous ne voyez pas? Boris, tu peux peut-être réessayer de le partager. Tout à l'heure, il était partagé et ça Ouais, pas de problème. Peut-être réessayer. Ok. Je vais compléter par rapport à ce que tu dis là. En fait, par rapport à BPI, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il y a 2 choses. C'est le client, enfin l'entreprise, va sur le site de la BPI pour obtenir une attestation. Cette attestation, après, le client la transmet à son banquier.
Et une fois que et le banquier, avant de verser le prêt, va sur le site de la BPI pour vérifier que le plan de financement initial est bien respecté. Donc, j'allais dire, BPI là-dedans intervient à deux moments. Le premier avec le client pour lui donner une attestation qu'il donnera ensuite à son banquier. Et ensuite, la deuxième intervention, c'est le banquier qui ira, avant de verser le prêt sur le compte du client, sur le site de BPI pour voir que dans le plan de financement initial, bah, qu'il est bien respecté. Juste par rapport à BPI, une seule attestation sera délivrée par BPI jusqu'à fin avril. Et ensuite, vous pourrez en solliciter d'autres. En fait, l'idée, c'est vous avez la possibilité de souscrire plusieurs PGE jusqu'au 31/12/2020 au cas Ça où répond vous à, n'ayez pas bien calibré vos besoins. Euh, ça on a répond à la conscience question que de c'est Nicolas pas évident. Cobé que je lis en même temps. Effectivement, on a le droit de se planter jusqu'au 31/12, mais le montant total des PGE mis en place ne doit pas excéder 25% du chiffre d'affaires. Hein, Voilà. Donc, pour nos euh, clients, on a compris que ce n'était pas facile de bien dimensionner le besoin de prêt. Donc, vous pouvez y aller par étapes, mais pour éviter tous les allers-retours, c'est mieux d'en faire un seul. Là-dessus, sur le dimensionnement du besoin de prêt, pareil, message clé, il faut vous faire accompagner, il ne faut pas travailler ça forcément tout seul. Le gros enjeu qu'il y a derrière tout ça, en fait, c'est de ne pas surendetter votre boîte et ne pas lui occulter toute capacité derrière à pouvoir repartir une fois que la crise sera terminée. Parce que si aujourd'hui on surendette l'entreprise avec du PGE et qu'on va chercher de l'argent supplémentaire, derrière économiquement, il va falloir que l'entreprise pulse et qu'elle soit capable de se remettre très très vite de la crise économique et qu'elle régénère plus de capacités d'autofinancement et donc de capacités de remboursement. Donc attention du coup à ne pas chercher à se surendetter, se surrassurer. Il faut essayer de bien évaluer le besoin de financement au regard de critères économiques. Quelle est la taille du trou économique en fait que est en train de générer cette crise, et au regard de critères financiers. Quelle capacité financière j'avais avant, quels emprunts j'ai encore en cours auxquels il faut que je fasse face dans le futur, et qu'est-ce que du coup je peux aller chercher comme financement nouveau par rapport à mon besoin et par rapport à ne pas me retrouver dans une situation de surendettement. Il faut être hyper vigilant dans cette phase, à pas aller chercher du prêt à tout prix. Le prêt, ça reste quelque chose de très important pour faire face à cette situation, mais ça reste quelque chose aussi qui peut gréver votre capacité future à repartir correctement dans une situation financière saine. Donc, soyez quand même vigilants et vraiment faites-vous accompagner sur ces étapes et ces sujets de travail. France Active est un interlocuteur pour ça, n'hésitez pas à nous interpeller. En effet, hein, voilà, pour calibrer calibrer le montant du prêt à solliciter, le banquier est là pour vous aider, vous dire voilà quelle est la clé de lecture du chiffre d'affaires éligible au PGE. Les subventions le sont pas. En fait, toutes les recettes que vous continuez à encaisser ne sont pas éligibles en fait. Hein. Donc, et après, bien sûr, le montant du prêt sera calibré en fonction de votre capacité à le rembourser. Nous, on regarde votre capacité à rembourser sur 5 ans. Donc, on va regarder votre CAF. Est-ce que dans un an, si vous nous demandez de consolider ce prêt sur 5 ans, est-ce que vous êtes capable de le rembourser avec votre CAF? Donc voilà, il y a deux clés de lecture. Le premier, c'est est-ce que le montant est éligible par rapport à… Est-ce que c'est vraiment la crise qui génère toutes ces pertes? Si oui, est-ce que vous êtes capable de le rembourser à la banque? Voilà, il y a deux questions qu'il faut se poser. Et le banquier est là pour vous aider à calibrer le bon montant. Ce qui est compliqué dans cette étape, dans ce moment qu'on vit, qui est complètement inédit pour toutes les entreprises, et il y a quelqu'un qui a posé une question en ce sens, c'est d'avoir cette visibilité économique, de déterminer la taille du trou à combler pour cette année, d'être capable de savoir comment ça va se passer à la sortie de crise. Est-ce qu'on aura perdu beaucoup de plumes? Est-ce qu'on aura perdu beaucoup de clients? Est-ce qu'on aura perdu des fournisseurs stratégiques? Est-ce qu'on aura perdu des partenaires? C'est des gros enjeux qui sont très difficiles à faire en ce moment, donc c'est normal que vous ayez beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements autour de ça. Et vraiment, du coup, ne restez pas seul face à ces questionnements, c'est très important.
parce que personne ne sait en fait exactement comment ça va se passer, ni moi, ni nos collègues banquiers, ni même, enfin personne en fait. Marjolaine, il y a beaucoup de questions intéressantes aussi à droite. Oui. Est-ce que tu… Oui, j'ai fait. Alors, on a aussi une question sur les dons de fondations et subventions, etc. Est-ce qu'elles sont considérées, enfin, les dons de fondations sont-elles considérées comme des subventions et donc hors assiette de l'éligibilité du prêt? C'est une question très précise. Oui, oui. Hors assiette de l'éligibilité du prêt dans le cadre d'une association, oui, tout à fait. Simplement, il existe d'autres dispositifs qui permettent de faire des relais par rapport à ces dons, à ces mécénats en fait, qui doivent arriver. Quand il s'agit notamment d'acteurs publics qui font des subventions, notamment, on peut faire aussi des relais d'AI, ce qu'on appelle à partir de la convention de subvention. Je sais que les consignes qui ont été données dans toutes les collectivités territoriales et de l'État, c'est d'accélérer au maximum le versement de ces subventions. Donc, ça reste quand même une créance bien certaine qui devrait vous arriver pour ceux qui sont concernés, notamment pour les subventions dans le cadre d'appel à manifestation d'intérêt ou d'appel à projet, c'est exactement la même chose. Ce que l'on pense, nous, c'est que ces créances-là, elles sont certaines, quoi. Elles vont arriver. Donc, c'est donc la liaison entre les deux qu'il faut faire. Et là, c'est peut-être d'autres dispositifs que l'on peut faire. Pourquoi pas une facilité de caisse BPI, etc. etc. Voilà. Par ailleurs, sur les 10% restants, pour Marie-Ange Novak, il est strictement interdit à un établissement bancaire de demander la moindre garantie additionnelle dans le cadre d'un PGE. Donc, pas de caution. Les 10%, ils sont, comme on dit chez nous, en blanc. Et légalement, enfin, ou par décret ou réglementairement, parce que ce sont des ordonnances, nous sommes tenus de ne pas prendre de garantie sur les 10% du crédit qui reste à notre charge. Si l'État n'a pas voulu faire 100%, en fait, c'est qu'il a voulu malgré tout, même si je vous ai parlé de mise en place accélérée, facilitée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit en avoir 300 dans les tuyaux, on n'a quasiment fait aucun refus sur l'ensemble des clients, pas que de l'ESS. Sur l'ESS, j'en ai eu 25 sur mes 1300 clients pour l'instant. Voilà, donc les refus sont visiblement exceptionnels au moment où je vous parle. Néanmoins, si l'État a voulu mettre ces 10%-là, c'est pour responsabiliser aussi les banques dans leur octroi. Et donc, voilà, excusez-moi, c'est mon chien. Vous entendez. Voilà. Donc, si vous, voilà, ce que je peux vous dire, j'ai perdu le fil à cause de lui, mais c'est pas grave. Mais c'était effectivement pour mettre les banques en fait dans une posture d'analyse accélérée, fluidifiée, mais d'analyse quand même. Voilà. En fait, l'État nous demande de décider dans les 5 jours, en fait. Donc, voilà. On a une obligation aussi par rapport à ce que nous demande l'État. Aujourd'hui, les banquiers sont quand même bien sur le pont et arrivent à décider rapidement. Voilà. Alors, tous les banquiers ne sont pas dispo. Comment faire en cas d'absence? C'est une bonne question. D'une banque à l'autre, des dispositions ont été prises. Moi, chez moi, j'ai 100% de mon équipe au complet, à part la personne qui était atteinte malheureusement du coronavirus, parce que j'en ai eu une. Mais normalement, les établissements bancaires, pour la plupart, pas tous, je sais, pas tous, effectivement, ont pris leurs dispositions pour pouvoir être pleinement opérationnels, même avec des équipes à distance. Et alors, les équipes celles qui constituent mes équipes sont des équipes de spécialistes. Donc, nous ne sommes pas dans des agences avec des caisses et des boîtiers à chèques. Donc, ce qui nous a permis de travailler à distance assez rapidement et de pouvoir nous occuper du mieux que nous pouvions de nos clients. Donc, il y a une continuité de service à ce qu'on appelle l'entreprise des… Ouais. Pareil, au Crédit Coopératif, nous, nos chargés d'affaires, qu'ils soient entreprises ou économie sociale institutionnelle, sont en télétravail et ont tous les outils digitaux pour être autonomes. Donc, on y arrive. Et d'ailleurs, on a été la première banque à verser en 48 heures le premier PGE la semaine dernière. Marie-Ange Novak, vous êtes où exactement? Dans quel pays? Non, parce que Marie-Ange Novak continue le dialogue en me disant que son banquier est injoignable, mais je ne sais pas où elle est, ni… Elle est à Limoges. À Limoges. Dans une caisse d'épargne? Bon, voilà. En attendant, on avait… Crédit Agricole, d'accord. On a d'autres questions, notamment une question très administrative de Diane des petites cantines. Petite question administrative, on doit d'abord demander un rendez-vous au banquier ou d'abord remplir le formulaire sur BPI? Non, d'abord avec la banque. Principe, il faut que nous nous parlions d'abord.
Il me Ouais, semble en que c'est fait, prévu. l'idée, c'est qu'il faut appeler le banquier et, et avoir un accord, un préaccord sur le prêt. Donc, en fait, obtenir un préaccord sur le prêt, il vous donne ce préaccord et ensuite, vous allez sur le site BPI pour avoir cette fameuse attestation. C'est pas mal d'avoir un contact avec un humain aussi quand on est face à certaines difficultés et certains questionnements. Le banquier a aussi un rôle de conseil et d'accompagnement à la meilleure solution de financement et peut-être que ça sera finalement pas ce PGE qui sera la solution la plus adaptée. Donc, ouais, faites-vous soutenir par des humains. Il y en a encore un peu, ils sont à distance, ils sont en vidéo, ils sont au téléphone, mais en tout cas, il y en a encore un peu qui sont là. On va prendre une dernière question et après, sur les 10 minutes qui nous resteront, je vais demander aux 3 intervenants de faire un petit peu un point récapitulatif des grands points qu'il faut retenir de cet échange. Est-ce qu'on a une dernière question Je ne sais pas si on a tout traité en haut, hein, regarde. On avait aussi une question, je crois, sur les subventions à des appels à projets. Est-ce qu'elles sont considérées comme des prestats ou comme de la sub pure et dure? Pour moi, c'est de la sub pure et dure qui doit être versée, hein, normalement. Et également, qu'est-ce qui pourrait motiver un refus de la banque sur le principe ou sur le montant? Alors, sur le montant, c'est la capacité de l'emprunteur à rembourser. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la CAF. Si on s'aperçoit que la CAF n'est pas suffisante pour rembourser un prêt sur 5 ans, le banquier peut être amené à refuser un prêt, comme si vous demandiez un prêt classique, hein. Donc, voilà. C'était quoi là? Il y avait deux possibilités. C'était quoi sur le fond et sur la forme? Non, c'était quoi? Sur le montant ou Le montant, c'est ça. sur le principe ou sur le montant? Le principe, je ne comprends pas la question. Ce sera un Le refus principe, pur et c'est simple. Disons que si vous étiez une entreprise en difficulté ou sous procédure, parce que c'est une des exclusions, sous procédure type redressement judiciaire, pas les procédures amiables, hein, mais c'est un motif d'exclusion où la banque peut décider, elle pourra décider du compte tenu de la situation que vous aviez avant la crise, que vos problèmes ne viennent pas de la crise aussi. Voilà. Après, je vous ai donné quelques stats, hein, très peu de refus sur 300 demandes. Voilà, ça vous donne une idée de l'exception de l'exception, quoi. Oui, c'est la question du structurel que j'évoquais tout à l'heure, de se dire qu'on Exactement. était déjà en difficulté avant la crise du Covid-19. En fait, effectivement, le Covid amplifie les choses. Et du coup, les outils qui sont mis en place dans le cadre de cette gestion de cette crise, quels qu'ils soient, tous ceux qu'on vient d'évoquer ensemble, ça reste des pansements sur une plaie qui était déjà ouverte en fait avant. Et du coup, c'est sans doute pas une bonne idée, sans retravailler le modèle économique à long terme de la structure, d'endetter aujourd'hui en prenant l'opportunité entre guillemets de tous ces nouveaux outils qui sont sur la place, que de s'endetter, c'est faire peser un vrai risque sur le futur, puisqu'il n'y aura toujours pas plus à la sortie de la crise de capacité de remboursement qu'il n'y en avait avant. Il y a beaucoup de questions autour de cette histoire de subvention sur projet, sur programme, avec des objectifs à réaliser au bout du bout, qui pourront peut-être pas être réalisés clairement cette année parce que l'année est particulière en fait. Pour moi, il y a deux éléments de réponse à cette question à ce stade, mais c'est que la visibilité que j'ai aujourd'hui des relations avec nos interlocuteurs financiers publics, c'est que eux aussi, ils ont bien conscience que la crise est là, qu'il n'y aura probablement pas une volonté de leur part d'abandonner toutes les structures avec lesquelles ils travaillent en leur versant pas les financements parce qu'elles n'ont pas atteint les objectifs qu'elles avaient atteints, qui étaient fixés en début d'année, peut-être un objectif de renégocier avec ses partenaires les modalités de réalisation de ces objectifs, peut-être pouvoir essayer d'étaler un peu dans le temps la réalisation de ces objectifs. En tout cas, de ne pas rompre le dialogue avec eux dans cette phase en disant « Mon Dieu, j'ai peur parce qu'ils ne vont pas nous verser tous nos financements ». Peut-être ne pas rompre le dialogue et revenir rapidement vers eux avec une situation un peu précise de où est-ce qu'en est la structure, de la réalisation de ces objectifs depuis le début de l'année, comment est-ce qu'elle anticipe le risque de ne pas les atteindre, quels sont les risques économiques et financiers qui pèsent sur elle aujourd'hui, de vraiment maintenir le dialogue. Ça, pour moi, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ils savent très bien
qu'il y a cette crise, ils savent très bien que vous ne pourrez pas atteindre l'ensemble des objectifs que vous aviez. Toutefois, ils n'ont sans doute pas pour objectif de vous lâcher et de vous laisser mourir non plus. Donc voilà. Et après, je ne sais pas, côté bancaire, est-ce que ça rentre, puisque c'est assimilable, entre guillemets, en termes d'analyse économique à du chiffre d'affaires, en fait, même si ça reste de la sub avec un acteur public. Voilà, donc, est-ce que ça rentre ou est-ce que ça ne rentre pas? Voilà, donc en fait, quand on vous dit ça ne rentre pas, enfin, quelle que soit en fait, la nature de la recette, si le banquier vous dit cette recette n'est pas éligible au PGE, ben, vous avez quand même la possibilité de recourir à un financement autre que le prêt garanti par l'État. Hein. Là, on en parle, c'est l'actualité, mais on ne fait que de parler de ça, mais la banque continue à exercer son métier d'avant, à savoir une gamme large de produits de financement. Donc, si une subvention n'est pas éligible au PGE, rien n'empêche de demander à votre banquier de faire un relais court terme via de la DAI notamment sur une subvention notifiée à recevoir. Donc voilà, j'allais dire, là on parle du PGE qui est un dispositif très accommodant pour le banquier parce que l'État le garantit à 90%. Donc ça facilite les accords et on le voit nous également qu'on est amené à accepter quasiment tous les dossiers. Après, si jamais vous avez besoin d'une solution complémentaire, le banquier vous accompagne. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous demander à tous les trois de dire un mot, une phrase pour dire un peu c'est quoi le grand point à retenir de cet échange. Selon vous, selon toi peut-être Frédéric, c'est quoi le grand point à retenir? Retenir, c'est que tout ce qu'on a dit là va évoluer. Hein. Ça évolue de jour en jour et d'heure en heure. Donc, au fur et à mesure des expériences et des cas particuliers qui remontent, on affine effectivement soit nos procédures, soit le gouvernement lui-même affine sa définition du périmètre. Donc, il faut être extrêmement attentif. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore évoquées, mais à l'échelle territoriale, nos régions sont mobilisées également pour aider les différents acteurs, y compris de l'ESS, hein, avec des dispositifs qu'on peut retrouver assez facilement sur leur site internet. Et aussi secteur par secteur, hein, puisqu'il est bien évident que dans l'ESS, on touche à peu près à tous les secteurs de l'économie, mais certains sont encore plus traditionnels et parfois fortement touchés. Je pense à la culture, je pense au sport, où là aussi, il y a des dispositifs particuliers qui ont été délivrés. Voilà, donc mon message, c'est de rester bien attentif effectivement aux évolutions de l'ensemble de ces dispositifs, parce que je pense qu'on n'en a absolument pas fini avec ça, quoi. Merci Frédéric. Je vais laisser la parole à Marion. Est-ce que vous avez un grand point à retenir de cet échange à partager? Je l'ai dit plusieurs fois, je crois, mais vraiment, dans cette phase, on pourrait avoir une tendance un peu à se replier sur soi parce qu'on est anxieux, on est inquiet. En plus, on est dirigeant d'entreprise. Donc, on a des responsabilités, on a des salariés, on a des… Enfin, voilà, vous êtes tous dans des situations de responsabilité très importantes. Donc, ne restez pas tout seul. Allez à la pêche aux infos dans des temps comme celui-là, dans des temps avec vos conseillers, avec votre expert comptable, avec vos réseaux, avec France Active, avec votre banquier. Ne restez pas tout seul dans vos difficultés. Positionnez-vous clairement sur ce que vous avez comme visibilité aujourd'hui de votre situation. Soyez lucide, soyez honnête avec vous-même, ne faites pas mentir les chiffres. Voilà, essayez d'avoir la vision la plus claire possible de où vous en êtes et des risques qui pèsent sur votre structure, et ensuite allez rapidement prendre attache auprès de vos partenaires, auprès de vos réseaux et auprès d'autres acteurs qui peuvent vous accompagner et vous aider dans cette phase. Vous allez en avoir besoin, c'est trop difficile à passer tout seul comme crise. Merci Marion. Boris, un dernier mot pour s'il y a un grand point à retenir. Moi, ça serait diagnostiquer en interne comme c'est la trésorerie, le nerf de la guerre actuellement. Donc, à court terme, sauver et protéger sa trésorerie. Comment? En faisant un diagnostic à actualiser pour quantifier le besoin de financement supplémentaire si vous en avez, le prêt, le report d'échéance et également les différents dispositifs qui existent et après contacter votre fédération pour avoir l'information actualisée. Merci.
Merci à tous. Simplement pour vous préciser que le Move, en ce moment, on met en place donc, ce qu'on appelle la Help Room, qui est adaptée à la crise sanitaire. N'hésitez pas, absolument pas à aller sur notre site internet. On a un onglet spécial Help Room parce qu'en plus de webinaires qu'on organise chaque semaine, on a aussi une hotline avec des experts. C'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous 30 minutes avec des experts comptables, des experts tels que des avocats, des experts en communication, en développement commercial, etc. Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. C'est un échange de 30 minutes qui est gratuit, complètement gratuit, et nos experts sont à votre disposition. Ils n'attendent que ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder ces infos. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre tous les mercredis à 11h pour échanger entre entrepreneurs sur vos enjeux, vos actualités. Et également à regarder les webinaires, les prochains webinaires. La semaine prochaine, je vais animer un webinaire sur la communication de crise, mais on a aussi, mes collègues animent également des webinaires sur la levée de fonds pendant la crise, sur les mécanismes de financement d'urgence, sur déployer sa stratégie commerciale en temps de crise, etc. Vous pourrez voir tout ça sur notre site. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez besoin d'être mis en contact avec mes experts. Je peux aussi, s'ils sont d'accord, vous envoyer leur contact directement. Merci encore à tous et sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver en replay s'il y a des choses que vous avez loupées. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et un bon week-end. Merci beaucoup. Merci.